Je vais appeler directement les personnes qui vont venir m'aider et apporter leur contribution lors de cette table ronde. J'appelle déjà Mohamed El Moro, qui est directeur général du comité d'organisation des 19 Jeux méditerranéens d'Oran. Merci, bienvenue. Installez-vous où vous voulez. Vous avez le choix, vous êtes le premier, donc voilà. Et Yann Lemoener, directeur général d'Amoris Sport Organisation, va nous rejoindre également. Philippe Mendas, président de Mediatri et membre fondateur de la French Team for Sport. Normalement, je n'ai pas le droit de dire de mots anglais puisque je travaille pour une chaîne francophone, mais je vais faire une exception. Avec nous également Thiago Tadei, responsable sport et events d'Egis. Et puis Pascal Vendôme de la société Goléador, représentant du collectif Foot France. Messieurs, bienvenue à vous. Et nous attendons Bassem Loukil, qui est président du groupe Loukil, qui va arriver. Ah ben vous êtes là. On ne m'avait pas dit que vous étiez arrivé. Bienvenue. Merci à vous. Donc bien sûr, pendant cette table ronde, on va parler au-delà de la question des nouvelles infrastructures, des enjeux que ça représente pour le monde arabe, mais aussi pour les entreprises françaises, d'un point de vue économique, médiatique, politique, sécuritaire, environnementaux. Première question, puisqu'on ne peut pas vraiment distinguer le sport de la politique, Mohamed El Moro. On imagine que la situation politique en Algérie complexifie l'organisation de ces Jeux méditerranéens. Des Jeux, c'est déjà pas facile à organiser parce que c'est multisport. Est-ce que les Jeux méditerranéens d'Oran sont remis en cause par la situation politique en Algérie ? Bonjour tout le monde. Merci à M. Jack Lang de m'avoir invité à ce forum. Monsieur le Président, je ne sais pas s'il est là, Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, honorable assistance, Monsieur l'Ambassadeur, bonjour. Alors, je vais commencer d'abord pour vous rassurer. Effectivement, il se passe quelque chose chez nous. Il s'agit bien sûr de manifestations sans précédent, mais de manifestations responsables et pacifiques, de manifestations porteuses de valeurs et d'enseignements. Et ce qui est nouveau dans ce genre de manifestation, c'est qu'elle ne se limite pas à exprimer un désarroi face à ce qu'on pourrait appeler la corruption ou la mauvaise gestion. Ce qui est nouveau dans ces manifestations, c'est justement qu'elles suggèrent les contours d'une nouvelle république, les contours d'un État moderne, d'un État responsable, de l'édification d'un État de droit. Or, qui parle de respect du droit, parle du respect du droit international. Et justement, les Jeux méditerranéens sont l'un des engagements de l'État algérien. Respecter le droit international, c'est respecter les engagements internationaux des institutions algériennes, quel que soit le personnel qui les occupe. Et ceci a été clairement exprimé dans le dossier de candidature. D'ailleurs, celui qui a écrit cette phrase, c'est monsieur le ministre qui est prédécesseur de monsieur le ministre qui est présent ici, notre jeune ministre de la Jeunesse et des Sports. Il avait dit clairement que l'État s'engage à respecter ses engagements internationaux, quels que soient les changements qui pourraient advenir, que ce soit au niveau local ou national. Il était un peu visionnaire, ça a été fait en 2015, d'accord ? Donc, je récapitule. Donc là, nous sommes devant des revendications. On ne se limite pas à crier, à exprimer un désarroi. On est porteuse, ces manifestations sont porteuses des contours d'une nouvelle république, d'un État moderne, d'un État qui respecte le droit. Et justement, là, on peut être tranquille, on peut rassurer nos partenaires. Les engagements de l'État seront respectés. Bien sûr, ce mouvement s'exprime à haute voix. Les Algériens, les Africains sont connus tout comme les Italiens. Ils s'expriment à haute voix dans la rue, à travers des slogans aussi. Les slogans sont très clairs. Et il y a quelquefois des débordements. Mais si on veut avoir la quintessence des slogans, des revendications à travers la diversité des réseaux, et je vous en citerai quelques-uns pour ceux qui veulent voir le noyau des revendications, parce qu'en dehors des débordements, il faut voir ce qui est écrit. Et ce qui est écrit, on le trouve à travers de nouveaux sites. Il y a une prolifération de sites. Donc, je peux vous en citer quelques-uns. Donc tout va bien, Mohamed El Moro, il n'y a pas péril en la demeure. Les Jeux d'Oran vont bien avoir lieu. Au contraire, je suis là pour... la question. Au contraire, je suis là pour vous rassurer. Et si vous voulez le voir, j'invite l'assistance à voir quelques sites. DZID, Southeast, une application qui permet à chacun de s'exprimer en direct. C'est parfait. Nous voilà donc rassurés. Voilà.
Laissez-moi juste terminer par ceci. Nous sommes en train d'assister, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en Algérie, non pas à des manifestations désorganisées, nous sommes en train d'assister à ce qu'on appelle un e-party. Ça vient juste après le e-sport. Merci. On va continuer un petit peu de parler de sport, parce que ça ne peut pas totalement être séparé plutôt l'inverse. On va continuer à parler un petit peu de la politique. Yann Le Mohenner, quand ASO a décidé de faire courir le Paris-Dakar en Arabie Saoudite, est-ce qu'il y a eu des réticences au sein du groupe? Est-ce que vous êtes un peu interrogé quant à la situation des droits de l'homme, mais aussi des droits de la femme, puisqu'en Arabie Saoudite, il y a seulement 1 an que les femmes peuvent conduire, et le Paris-Dakar, en général, ça se fait qu'une voiture. Et il y avait aussi l'affaire Khashoggi qui était en cours et qui a donné quand même lieu à une grave crise diplomatique. Est-ce que vous êtes interrogé avant de décider d'aller en Arabie Saoudite, parce que c'est quand même un choix qui n'est pas anodin? Vous attaquez fort pour quelqu'un qui n'aime pas Direct, le matin. Toujours. Alors déjà, le Dakar, je pense que c'est un très bon modèle d'export de notre savoir-faire et de grands événements qui vont se dérouler à l'international. Le Dakar a eu lieu pendant des années en Afrique et il a été dans de nombreux pays qui étaient à certains moments dans des dynamiques d'ouverture réelles. Et le Dakar permettait quelque part une exposition de ces pays-là pour montrer que le pays s'ouvrait, mais aussi accélérer l'ouverture de ces pays-là. Ensuite, le Dakar, pour des raisons de menaces terroristes, a quitté l'Afrique pour aller en Amérique latine. On est resté là-bas un peu plus de 10 ans et maintenant il fallait trouver le nouveau territoire sportif d'expression du Dakar. On a étudié pas mal de pistes, on a étudié l'Algérie notamment et on ne désespère pas d'y revenir dans un futur proche, peut-être avec un des Dakar séries, peut-être avec le Dakar à un certain moment, mais c'était une piste sérieuse. On a étudié l'Angola également, mais le territoire était trop petit, on a besoin de 9000 km. Et donc, ce qui s'est naturellement imposé à nous, c'est le Moyen-Orient au sens large. Quand on a un pays qui couvre 80% du territoire, quand on a besoin de ces distances à parcourir, bien évidemment, l'Arabie Saoudite s'est imposée. Et ce qui m'a frappé immédiatement lorsque l'on a rencontré les plus hautes instances, en tout cas en matière de sport en Arabie Saoudite, c'est à la fois la passion, le sérieux, et quelque part cette volonté de nous dire vous pouvez faire partie du changement et notre idée véritablement c'est d'ouvrir le pays et de montrer que le pays s'ouvre et d'accélérer encore une fois cette ouverture. Si on regarde la Formule I, pour la toute première fois avec le Grand Prix de Formule I, c'est l'instauration de e-visa. On peut rester 6 mois en Arabie Saoudite, on peut aller se balader un petit peu partout. C'était le premier concert à ciel ouvert avec des femmes qui dansaient avec des hommes sans nécessairement être voilées. Même chose avec la Super Coupe d'Italie où les femmes ont eu enfin accès au stade. Donc après, toujours pareil, on peut voir la bouteille à moitié vide, à moitié pleine. Je pense que le sport a véritablement un rôle à jouer, les grands événements, pour faire partie de cette dynamique et accélérer le développement. Donc ensuite, sur la partie sécuritaire, bien évidemment, c'est un sujet important et on a, je pense, en face de nous des hommes responsables et toutes les garanties sont aujourd'hui réunies pour pouvoir organiser le Dakar dans de bonnes conditions. Philippe Mendes, Yann Le Mohenner était en train de nous parler de l'image de l'Arabie Saoudite qui souhaitait utiliser le Paris-Dakar pour changer un peu son image. Vous qui travaillez beaucoup avec le Qatar, qui va accueillir la prochaine Coupe du Monde. Le Qatar, qui a aussi lourdement investi dans le Paris Saint-Germain, pour le meilleur et aussi parfois pour le pire. Est-ce que ces investissements, finalement, ça change vraiment l'image du Qatar à travers le monde ? Bonjour à tous. Oui, l'image du Qatar quand même reste importante et le vecteur du sport est un vecteur qui ne s'arrête pas simplement à l'achat du Paris Saint-Germain ni à l'organisation de la Coupe du Monde. Donc c'est un vecteur qui est prolongé sur 2030, 2035, 2040. Il y a une vraie volonté à travers le sport de pouvoir s'identifier comme une nation présente sur le territoire international. Mais est-ce que concrètement, dans les faits, vous qui observez, puisque votre organisme s'occupe de la veille dans les médias notamment, est-ce que vous avez l'impression que ça change vraiment le regard que les médias portent ou ont pu porter sur le Qatar ?
C'est important. Ou est-ce que c'est juste cosmétique Non, c'est important parce qu'en fait, on nous demande de plus en plus de surveiller la présence de certains sponsors, d'être au courant, de savoir si tel flux a été utilisé par telle ou telle institution, de pouvoir tracer à travers des méthodes de signature l'utilisation de flux audiovisuels pour des questions de piratage et autres, de lutter contre cette démarche-là. Et la présence notamment du Qatar dans cette démarche reste importante puisqu'ils sont diffuseurs de nombreux événements sportifs, souhaitent conserver et payent fortement les licences de droit d'utilisation. Pour nous, c'est important de pouvoir traquer, de pouvoir suivre et monitorer l'ensemble des médias. Sem Loukil. Alors, vous êtes tunisien. On aurait pu parler de l'espérance de Tunis, mais je pense que je vais arrêter là parce que j'en ai déjà fait assez en termes de polémique. On ne va pas partir sur le sujet de l'espérance de Tunis et de cette fameuse finale de Ligue des Champions d'Afrique. Bref. D'autant plus que je suis du CSS. Voilà, du club sportif sfaxien. On dit que les sfaxiens, c'est les meilleurs en Tunisie en général, mais bon, en tout cas en économie. Pas dans le foot. On a souvent la crainte quand on voit la Coupe du Monde au Qatar et d'autres grandes compétitions accueillies au monde arabe. On a toujours la peur de ces stades vides, et pas que dans le monde arabe d'ailleurs. On a toujours peur de ces stades vides. Est-ce que vous avez une recette, vous, magique, vous qui avez fait partie du club de soutien justement du club sfaxien, comment on peut faire pour que finalement ce soit pas juste des grandes compétitions, des épiphénomènes, et que ce soit vraiment suivi par un élan populaire, par le soutien du public, peut-être que ça génère des grands champions aussi à l'avenir dans ces zones géographiques. Ouais. Merci pour la question. Tout d'abord, je voudrais saluer la présence, en particulier Madame la Ministre du Sport et de la Jeunesse de Tunisie qui a fait le déplacement, plus une belle délégation tunisienne qui nous accompagne aujourd'hui. On a un champion, une championne olympique et des journalistes de très haute qualité qui sont présents aujourd'hui à cet événement, d'où l'importance. Pour ce qui est des stades, je ne pense pas que le problème de remplissage des stades au Maghreb, du moins, pose un problème, de l'Égypte jusqu'au Maroc. Le foot, en particulier, reste quand même l'attraction principale des jeunes, sinon le loisir le plus recherché par la masse. Et très souvent, tout le pays s'identifie par ces fameux matchs de foot contre nos voisins, l'Algérie, parfois le Maroc, et c'est des événements nationaux. Là, aujourd'hui, on s'aperçoit que, bien évidemment, les pays du Golfe, l'Arabie Saoudite, le Qatar et l'Arabie Saoudite en particulier commencent à s'y mettre, commencent à dépenser un argent fou pour justement rendre de ce sport peut-être une attraction nationale. Quand on voit qu'en 2016, l'Arabie Saoudite a pratiquement débloqué 600 millions d'euros pour les clubs sportifs locaux, pour que ces clubs évoluent et deviennent des champions dans le monde arabe. De l'autre côté, quand on voit les manifestations africaines, on voit toujours que les pays du Maghreb, les pays arabes, sont toujours en tête. Rien que sur les demi-finales de cette saison, sur les 8 équipes qui ont joué les finales, les demi-finales, 7 étaient du Maghreb. Donc, il n'y a pas un problème d'attractivité ou de remplissage. Dans le Maghreb, c'est beaucoup plus, je pense, qu'au Moyen-Orient, où le problème se pose à cause du climat, parfois. La courte durée aussi des compétitions à cause liée au climat, sinon le nombre d'équipes qui est limité. On parle des populations très souvent au Bahreïn, au Qatar, au Koweït, de 2 à 3 millions d'habitants, et c'est très peu, bien évidemment, pour remplir ces fameux stades. Mais quand on voit dans les pays du Maghreb, il y a un investissement, il y a une histoire d'amour entre le monde arabe et le foot et le championnat, ou le mondial du foot depuis 1934. C'est pas nouveau. Et quand on voit les populations maghrébines, y compris l'Égypte, on constate un nombre très important d'équipes
une tendance assez pointue, et ça commence à un très jeune âge. Les participations, les compétitions commencent à un très jeune âge, mais avec un problème. Aujourd'hui, le problème auquel nous faisons face, c'est justement le financement. Tout à fait le contraire des pays du Golfe. Nos équipes, d'une façon générale, dépendent de la manne de l'État. Très souvent, c'est les collectivités locales qui contribuent au budget des équipes sportives. Sinon, on dépend des recettes des stades, d'où l'importance justement des stades et des visiteurs et des gens qui participent. 3, les revenus des télés. Parfois, quand le championnat est biaisé ou il y a une équipe qui domine tout, les stades se vident. Il n'y a plus d'intérêt. Donc, c'est là où les clubs commencent à chercher de nouvelles façons pour se financer. Nous, au club sportif Sfaxien, il y a 11 ans, nous avons pensé à la création des socios. C'est un peu ce qui se passe en Barcelone, avec le club barcelonais. Mais on était les premiers à le faire en Tunisie, et nous avons créé justement cette base, ce soutien infaillible du club qui, mensuellement, fait des prélèvements sur les salaires de nos fans. On a à peu près 12 000 fans qui contribuent de manière régulière, mensuellement, au budget du club, qui le soutient et qui maintient l'intérêt des supporters, puisqu'ils ont une plateforme pour discuter, pour critiquer très souvent aussi. Et nous avons aussi pu créer une académie de jeunes cadres pour diriger le club, et dont certains aujourd'hui sont devenus des dirigeants au sein de ce club. Entre-temps, plusieurs autres clubs sportifs locaux ont suivi le modèle, pas tout à fait le modèle de Socios, mais ce qu'on appelle les fan clubs ou les clubs de soutien. Donc, pour nous, ce n'est pas un problème de fans, c'est un problème de financement. Et nous avons des stades très souvent qui ne répondent pas aussi aux normes et aux besoins des fans. Et c'est une question de budget, bien évidemment. Nous n'avons pas les budgets ou les moyens de nos ambitions. Il faut attendre. Tu sais que les normes sécuritaires environnementales pèsent de plus en plus effectivement sur les infrastructures sportives en Tunisie comme ailleurs. On est en train... Non, je laisserai peut-être à Madame le ministre du Jeu, mais les extensions, vous parlez des structures... Je dis qu'en général, effectivement, la place de la sécurité, le poids de la sécurité, le poids aussi des questions des normes environnementales pèse de plus en plus quand on construit ou quand on réhabilite des infrastructures sportives. Toutes les nouvelles réalisations... C'est pas propre à la Tunisie, c'est valable pour absolument tous les stades du monde, je crois. Tout à fait. Mais en Tunisie, tous les stades qui sont aujourd'hui ouverts, qui accueillent des gens sont aux normes. On est en train aussi de faire des extensions, des améliorations sur l'ensemble des infrastructures depuis maintenant 3 ou 4 ans, et qui commencent maintenant à répondre tout à fait aux besoins, pas sécuritaires, mais besoins de capacitaires. Mais la sécurité n'a jamais été un problème pour les stades. D'accord. Thiogo Dadi, vous qui justement êtes responsable du sport event chez Aegis, qui est spécialisé dans le conseil, la maîtrise d'ouvrage, vous travaillez sur des projets de stades, notamment au Cameroun, mais aussi en Arabie Saoudite. Vous construisez des centres d'entraînement de football. Et vous me disiez, quand on a préparé cette table ronde, qu'en fait la principale difficulté consiste à harmoniser finalement les besoins et les stratégies des comités d'organisation avec finalement ce qu'on va faire plus tard, avec la pérennité de ces infrastructures, comment elles vont être utilisées ensuite, qu'il s'agisse dans les championnats nationaux. C'est quand même difficile de trouver la bonne harmonie, non ? Oui, c'est vrai. C'est un défi et c'est pour ça que je lance toujours les questionnements par rapport à justement cette pérennité, ce qu'on appelle l'héritage. Donc pour une candidature de Jeux méditerranéens, pour le 21, je lancerai la question, la candidature pour l'héritage de 22. Parce que ce sont de programmes différents, sont de besoins différents. Et comment les villes candidates peuvent s'approprier de besoins de JO, de Jeux,
pour bâtir leur projet d'héritage. C'est ça dont on a besoin. On a besoin de jeux pour booster, pour faire les démarches plus vite. Pour dynamiser la construction d'infrastructures. Merci beaucoup pour l'aide francophone. et notamment de s'approprier de ça pour lancer leur héritage. Parce que je vois que le but, oui, bien sûr, c'est d'organiser le jeu, l'événement, mais le but plus important, j'imagine, c'est pour faire que ces équipements, ou même l'infrastructure de ces pays, de ces villes, c'est d'être pour la population, pour la société, pour la jeunesse, pour que 7 ans après, on peut développer la jeunesse pour que eux peuvent représenter notre pays et notre club dans d'autres événements. Et on voit les résultats. Donc on voit les résultats de l'Espagne, par exemple, après les Jeux de Barcelone, 92. Et comment on voit l'Espagne d'aujourd'hui, qui a réussi de médailles JO, Jeux méditerranéens, la Coupe du Monde 2010. On espère la même chose des Anglais, de Royaume-Uni. Après leur jeu de 2012, ils étaient à Rio, 4 ans plus tard, la 3e place au JO. Placement des médailles. Placement des médailles. J'aimerais bien que le Brésil, mon pays, puisse avoir le même résultat aux Jeux de Tokyo. Mais bon, je pense que ça va prendre un peu plus de temps. Votre pays, c'est le Brésil. Hein. Mais c'est le Brésil, exactement. Ceci dit, quand on regarde le Brésil, quand on regarde les Rio et on questionne tout cet investissement à Rio pour les JO et on regarde qu'on n'a pas trop bien géré ces équipements après, bien sûr, il y a eu pas mal de problèmes économiques au Brésil et politiques, mais à chaque, je fais la conversion en euros, à chaque 4 euros investis pour les JO de Rio, 3 euros, donc 75%, pour l'infrastructure de transport, de la mobilité. Donc, qui était une grande réussite pour la ville de Rio. Donc, la ville de Rio, elle a bien suivi le conseil, si vous voulez, de maire de Barcelone, qui disait c'est pas ce que la ville peut faire pour le JO, c'est que le JO peut faire pour la ville. Et donc aujourd'hui à Rio, je peux dire qu'il y a eu quand même une réussite. Donc pour revenir à votre questionnement, le but, c'est comment gérer le besoin de CIO, le besoin d'organisation des JO et comment intégrer ces éléments dans un programme pérenne pour qu'après, les villes d'Arabie Saoudite, les villes de Tunisie, les villes d'Algérie puissent avoir le stade. Ce qui est d'autant plus compliqué, c'est qu'en plus, on ajoute de plus en plus d'équipes maintenant, notamment dans le domaine du foot. On a par exemple une CAN qui va se jouer avec 24 équipes, si je ne dis pas de bêtises. Donc en fait, on a toujours besoin de plus d'infrastructures plus grosses, plus techniques aussi, parce qu'on a des joueurs, c'est normal, et des sportifs de haut niveau qui ont besoin d'excellentes infrastructures. Donc en fait, tout ça, Mohamed El Moro, ça élève quand même le niveau de difficulté quand on organise une compétition. Si vous vouliez bien prendre le micro, s'il vous plaît. Vous voulez parler de sécurité des Jeux? Non, des infrastructures qui sont toujours de plus en plus importantes, dont le niveau d'exigence est toujours de plus en plus important, et ça se comprend. Absolument. Maintenant, il y a des normes internationales qu'il faut respecter en matière de stade. Diogo le sait très bien. Maintenant, c'est tellement pointu que vous avez beau construire ce que vous voulez, il ne faut pas rêver. Après, il y a la FIFA qui passe et qui dit c'est bon, c'est pas bon. Donc, il y a des normes internationales. Ça devient de plus en plus pointu, ça devient de plus en plus strict. Il faut répondre à toutes les normes internationales, ça c'est clair. Pascal Vendôme, votre société Goléador qui commercialise le lance-ballon trajectoire auprès des fédérations du monde entier, notamment au Maroc, puisque vous avez signé avec la Fédération royale de football marocain. Quels sont les points de difficulté pour les entreprises françaises qui travaillent avec le Maghreb ou avec le monde arabe? Est-ce qu'il y en a et quels sont-ils?
Tel, pardon. Bonjour Dominique. Alors effectivement il y en a, mais paradoxalement ce sera les atouts du commerce vers les pays arabes qui vont induire ou qui peuvent nous amener à commettre des erreurs. Par exemple les avantages des accords de libre-échange, de la proximité géographique ou même des échanges francophones peuvent nous amener à oublier le niveau de rigueur propre à l'exportation. Toujours est-il que ces avantages, comme le support de Business France ou même la diplomatie et notamment les ambassades, sont des opportunités exceptionnelles, fabuleuses pour les entreprises françaises, à condition d'anticiper des détails techniques comme l'incoterm, le choix de l'incoterm, la rédaction de conditions générales en respectant la législation locale, les conditions générales de vente, ou même les passages en douane export, import, voire même les assurances nécessaires au transport. Yann Lemoyner, quelles sont les difficultés ou les points, les forces que l'on a quand on travaille, quand on est une entreprise française et qu'on s'exporte dans le domaine du sport, dans le monde arabo-musulman? Ouais, il n'y a pas vraiment de difficulté. Il y a plus une évolution du marché qu'il faut bien évidemment accompagner. ASO, c'est pas seulement le Dakar, c'est aussi le Tour de France. La Volta, beaucoup d'épreuves, c'est une centaine d'événements, 400 jours de compétition dans 25 pays à travers le monde. L'histoire d'ASO avec le Maghreb, avec le Moyen-Orient, elle est ancienne. Et il y a une anecdote qui est plutôt sympathique et qui peut servir de préambule à l'évolution. C'est l'histoire du Tour du Qatar cycliste. On a l'émir qui est à Saint-Jean-Cap-Ferrat et qui décide d'aller faire un tour. Et il est bloqué, alors qu'il a toujours la garde avec lui, il ne comprend pas pourquoi il est bloqué. Il sort de sa voiture et il voit passer le Tour de France. Le Tour était dans le sud à ce moment-là. Et il demande à son photographe, qui se trouve être un Belge à côté de lui, mais qu'est-ce que c'est? Et il lui dit, c'est le Tour de France, Your Highness. Et il dit, c'est incroyable, je veux ça chez moi. Et c'est comme ça qu'est né le Tour du Qatar. Le photographe belge en a parlé, Eddy Merckx. Eddy Merckx nous a appelé et on a collaboré pendant une quinzaine d'années là-bas. Et donc, dans un premier temps, on était simplement dans au tout début, ce que je note, c'est qu'on était plus dans une logique quelque part de rayonnement du pays, de montrer sa position au travers de l'accueil de grands événements sportifs. Et puis on a vu cette évolution au fil du temps qui s'est tournée, vous en parliez tout à l'heure, essayez de comprendre un petit peu pourquoi les stades sont vides, qui s'est tournée vers le développement de la pratique du sport, avec, c'est tout à fait juste, une grosse différence entre le Maghreb et les pays du Golfe. Et les pays du Golfe, le sport devient un enjeu presque de santé publique. C'est-à-dire qu'il y a un taux d'obésité extrêmement important parce que trop sédentaire, et il faut développer des programmes de pratique du sport. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a un véritable marché aussi là. Et dorénavant, il me semble qu'au fil du temps, ce qu'on a vu, ce qu'on constate, c'est une évolution très importante, pas seulement d'héritage et de legacy sur les grands événements internationaux, mais de faire en sorte que la politique, elle soit réfléchie et commune. Et ce qu'on a pu observer également au fil du temps, c'est le niveau de professionnalisme des fédérations internationales, des fédérations nationales des pays, des différents pays, qui aujourd'hui sont beaucoup plus exigeants. Et puis aussi, ce que je constate de façon très claire, c'est l'investissement des gouvernements à tous les niveaux et parfois au plus haut niveau sur la réalisation de ces événements. Je crois que la présence aujourd'hui en témoigne aussi. Dans les pays européens, ça ne se passe pas comme ça. On est plus uniquement au niveau des fédés. Là, c'est les fédés et les gouvernements. Donc après, la difficulté, s'il en est, mais c'est vrai dans toutes les conduites de projet, c'est véritablement de trouver le bon fonctionnement avec les fédérations nationales, de les inclure au maximum dans le projet et d'essayer de former, l'objectif étant à terme, toujours la même chose, de pouvoir co-construire ensemble ces événements et puis pousser au maximum pour le développement de la pratique. Et je pense que si on développe la pratique, et bien alors à ce moment-là, les stades seront peut-être plus remplis à l'avenir. Philippe Mandas, vous êtes d'accord avec Yann Lemoyner, il faut surtout travailler, réussir à associer les fédérations. Je prends l'exemple du Qatar que vous connaissez bien. C'est important d'associer les fédérations pour pouvoir mener à bien ce genre de projet et qu'ils soient ensuite pérennes et qu'ils soient synonymes de démocratisation du sport.
Ce qui est important, oui, c'est de les associer, mais également d'arriver avec une offre commune. D'où en 2012 la création en fait de cette task force, on va dire, française Sport à l'export, afin de répondre conjointement ensemble avec plusieurs sociétés. Aujourd'hui, le Qatar représente 120 sociétés françaises, donc c'est pas non plus négligeable. Dans lequel on a la capacité à travers cet environnement de pouvoir répondre et de concrétiser certaines actions communes pour répondre auprès des institutions, des fédérations, des organismes d'État, et d'arriver avec la possibilité d'appui pour d'autres sociétés françaises également qui souhaitent s'installer ou qui souhaitent développer leur marché sur le secteur. J'ai une petite question à la cantonade. On sait qu'il y a une crise diplomatique importante entre l'Arabie Saoudite et le Qatar. Est-ce que ça complique vos activités au quotidien ? C'était plus compliqué au début. Maintenant, c'est géré, c'est adapté. Les trouver des passerelles. Donc, il y a toujours moyen de pouvoir, je dirais, s'orienter différemment. Et aujourd'hui, c'est plus trop une problématique. Je pense que c'est rentré dans nos habitudes quotidiennes et on fait avec jusqu'à temps que ça puisse se résoudre, je l'espère. Le vainqueur sortant du Dakar est qatari, Nasser Al-Attiyah, et il sera au départ du Dakar en Arabie Saoudite. Il y a juste un sujet média un petit peu délicat entre Bein et Be Out Q. Qui est un sujet important. J'espère qu'on verra rapidement un règlement de ce sujet-là, parce que ça, pour le coup, c'est un peu compliqué. Pascal Vendôme, c'est aussi pour vous important, on disait, de s'appuyer sur les fédérations, de respecter finalement, on va dire, les questions de local, des équilibres locaux. C'est important quand on veut aussi investir, que ce soit au Maghreb ou dans le monde arabe. Oui, effectivement, c'est important pour revenir aux crises diplomatiques et aux antagonismes. Nous, ce sont des sujets effectivement dont on tient compte dans nos stratégies commerciales, dans nos échanges. C'est des sujets que l'on aborde au collectif Football France, qui se réunit à la Fédération française de football à Paris. Mais comme l'a dit notre ministre tout à l'heure, le marché du sport est plutôt résilient et résiste bien à ces crises diplomatiques. Et aujourd'hui, à notre niveau, en tout cas, on ressent que faiblement ces impacts. Voilà. Bassem Loukil, est-ce qu'on a dit que ça devenait quasiment une question de santé publique, la question du sport et de la démocratisation du sport dans les pays du monde arabe. Bon, faut savoir qu'on ne peut pas mettre un jogging et aller courir facilement ou aller faire du vélo comme ça. Non, mais il fait quand même un peu chaud régulièrement, c'est pas toujours évident. Ça réclame des installations sportives, même pour le sport de masse. Est-ce qu'en Tunisie, cette question du sport, de la démocratisation, mais aussi pour la jeunesse, parce que vous avez un pays quand même qui, je crois qu'il y a plus de 25%, plus que 65%, qui ont moins de 35 ans. Est-ce que, au vu de toutes les difficultés que traverse la Tunisie post-révolution, est-ce qu'aujourd'hui, franchement, peut-être que je devrais poser la question à la ministre, mais elle n'est plus là, donc la ministre de la Santé, est-ce que c'est un souci, est-ce que c'est une question, est-ce que c'est un questionnement, est-ce qu'il y a une volonté politique de pouvoir éduquer les jeunes aussi à travers le sport et d'aider la jeunesse tunisienne? Tout à fait, oui. Alors, ce n'est pas uniquement une question de santé, c'est une question aussi d'activité et d'essayer d'attirer les jeunes vers des sports collectifs ou des sports individuels, loin parfois de l'extrémisme islamisme, loin de la drogue ou loin d'autres activités louches. Donc, le sport chez les jeunes est primordial. Il ne faut pas aussi que le mot sport soit synonyme de football. Il faut varier. Le foot, c'est bien, mais aujourd'hui, ce qu'on essaie de promouvoir, en collaboration avec le ministère des Sports et de la Jeunesse, c'est aussi d'encourager les sports individuels, les sports qui peuvent aussi donner une image de marque de la Tunisie, telle que, bien évidemment, les Jeux Olympiques. Par exemple, vous avez une championne d'escrime. Oui, nous avons une championne qui fait partie des champions Citroën. Je suis PDG de Citroën Tunisie et on a lancé ce programme il y a à peu près 5 ans où on a
miser sur des champions dans tout ce qui est sport individuel, dans l'escrime. Et notre soutien à notre championne Inès Boubakri ici présente l'a aidé à gagner une médaille de bronze à Rio 2016. Et là, on a l'espoir qu'elle puisse gagner encore à Tokyo en 2020. Mais elle faisait partie d'une équipe de 5 dans différentes disciplines. Et on voit de plus en plus, justement, de salles de sport ouvertes en Tunisie pour encourager de telles initiatives. Le foot reste bien évidemment l'attraction principale, mais il y a beaucoup de jeunes qui cherchent aujourd'hui la natation, l'escrime, les jeux individuels qui donnent aux jeunes dans les quartiers populaires l'occasion aussi de s'épanouir et d'adhérer à des programmes qui leur donnent non seulement un aspect physique approprié, mais une vocation, une attraction et une occupation qui les garde loin de toute autre activité suspicieuse. Mohamed El Moro, cette question de la jeunesse, elle concerne aussi bien sûr largement l'Algérie. Je crois qu'il y a un Algérien sur 2 qui a moins de 25 ans à peu près. Plus que ça. Beaucoup plus que ça, oui. Moi, j'ai des vieux chiffres, moi aussi. C'est carrément 70%. Là. Oui, c'est ça. Ouais, est-ce que c'est une préoccupation? Est-ce qu'aujourd'hui, les hommes politiques, les gouvernants, ils ont vraiment conscience de cette jeunesse qui est là, qui frappe aux portes et qu'il va falloir, entre guillemets, occuper et bien occuper, au-delà de leur trouver un emploi, la question du sport, non, mais peut aussi permettre de canaliser une partie des énergies de la jeunesse? Ouais, ça me rappelle une phrase qui a été dite lors d'un sommet sur l'environnement, un responsable français d'ailleurs, qui avait dit si la Terre écoutait, la Terre elle écoute, si la Terre parlait plutôt, la Terre parle, c'est à nous d'écouter. Les jeunes parlent, il faut les écouter, c'est tout. Ils parlent et ils s'expriment très bien et ils savent de mieux en mieux s'exprimer, c'est de manière très structurée, c'est à nous d'écouter. Et justement, l'opportunité de Jeux méditerranéens est là justement pour répondre, entre autres, à cette exigence, pour en faire justement un événement structurant qui interpelle au moins 3 entités différentes, à savoir l'entité académique, pour voir quelles peuvent être les retombées matérielles et immatérielles de ces Jeux, comment impliquer cette jeunesse, comment faire en sorte que le sport ne soit plus le parent pauvre de la recherche. La deuxième entité, c'est l'entité économique, pour voir quelles sont les opportunités qui s'offrent justement à cette jeunesse à travers ces Jeux. Et la troisième entité, c'est les pouvoirs publics qui sont là, entre autres pour assurer d'abord la sécurité, parce que sans sécurité, sans stabilité, on ne peut pas parler de développement. Ensuite, voir dans quelle mesure faire actionner l'employabilité de la jeunesse, faire en sorte que justement la priorité dans les grands événements sportifs, tels que les Jeux méditerranéens, qui nous viennent avec une dynamique qui a traversé 18 pays, qui doit en premier lieu faire l'objet d'une réussite et en deuxième lieu répondre à toutes ces exigences en matière de retombées, qu'elles soient matérielles ou immatérielles, mais dans tous les cas destinées en priorité à la jeunesse. Merci. Je peux me permettre. Je vous en prie, Bassem, allez-y. Le problème des sports, d'une façon générale, dans les pays arabes, c'est que le foot s'approprie 90% des budgets. Donc, on peut parler jusqu'à demain... En général, en plus, le foot est pratiqué quasiment uniquement par des hommes, donc ça veut dire qu'en fait, le budget des sports, va aux hommes, au football et aux hommes, aux jeunes hommes, les sports collectifs. Aux garçons. Alors qu'il y a énormément de potentiel, de réussite, il y a beaucoup de volonté pour les jeux individuels, de la part de la jeunesse, mais il n'y a pas de financement. Très, très peu de sponsors, très peu de budget partent vers les sports individuels qui rapportent beaucoup dans les Jeux olympiques, qui rapportent même dans les Jeux méditerranéens. Mais surtout, c'est des sports et des activités très faciles à lancer dans les quartiers populaires où il y a énormément de potentiel de champions. Mais malheureusement, les moyens manquent. Et encore une fois, le foot s'approprie à peu près 80 à 90% des budgets, même des fédérations. Même de la fédération. Yann Lemoyner, sur cette question de la jeunesse et de la prise en compte par les gouvernants, est-ce qu'elle est suffisamment prise en compte, cette question, en tout cas Moi, ce qui me frappe, c'est que tout va plus vite. Tout va beaucoup plus vite. C'est un sujet qu'on se pose en France, très clairement, le bien manger, bien bouger, etc. Alors,
prise de conscience un peu tardive des quadras, quinquas qui se mettent à faire du sport, mais les enfants, on les suit depuis très longtemps. ASO organise par ailleurs le marathon de Paris. On a une initiative dans les banlieues en France où on a monté une opération marathon. On apprend aux gamins de banlieue pourquoi courir, qu'est-ce qu'un marathon, et puis il y a différents ateliers. Et puis après, ces enfants, on les emmène à l'INSEP et là, ils découvrent les champions de 2024. Ils hallucinent à l'idée qu'on puisse préparer 2024 dès maintenant. Pour eux, ils ouvrent des yeux incroyables et c'est un moment très particulier. De la même façon, encore une fois, les pays du Golfe que je pratique plus en ce moment que le Maghreb, ils ont ça très à cœur. Et ce qui est dingue, c'est qu'ils ont les moyens de leurs ambitions et ils vont très vite. Vous évoquiez tout à l'heure l'Arabie Saoudite avec sa réforme du foot. Ils ont voté ça, je crois, avant-hier ou la semaine dernière. Ils ont développé, je ne sais plus combien, centaines de millions, mais de façon intelligente. Ce sont les fans qui ont élu les présidents des clubs et il y a toute une politique qui va de la formation, donc du fait que le foot sera dorénavant joué dans les écoles et puis on construit la pyramide. Donc ils ont vraiment compris ça et je pense qu'on va être étonné parce que ça va aller beaucoup plus vite qu'avant. Mais après, ça pose des enjeux et des soucis majeurs en termes également d'infrastructures, mais pas simplement d'infrastructures sportives, parce que quand je suis à Riyad et que je me projette en me disant mais peut-être on pourrait faire aussi du vélo là, il n'y a pas de trottoir. Il n'y a pas de trottoir, il n'y a pas de piste cyclable, donc il va falloir travailler tout ça. Et dans ces pays-là, le climat ne doit pas être uniquement la réponse, parce que c'est pas fréquentable simplement 3 ou 4 mois dans l'année. Le reste du temps, on peut faire du sport quand il fait chaud, et puis il y a des moments où c'est même très agréable. Donc il y a beaucoup de sujets, mais je pense que cette jeunesse, elle évolue avec les médias, avec les médias sociaux, etc. Elle a envie de participer et je crois que c'est un enjeu, pour le coup, majeur pour ces pays-là. Du coup, tu as dit cette question de la jeunesse qui presse. Je voulais dire que je vais ajouter à cette table ronde en disant que si on prend un exemple de notre sport, comme la natation, le sport de notre ministre, on a un besoin de JO, par exemple, d'avoir 2 piscines de 50 mètres plus d'autres piscines pour l'entraînement. Comment on peut faire pour transformer cette infrastructure, c'est juste un exemple, pour justement l'héritage. Et au lieu de penser qu'une piscine de 50 mètres fait 10 couloirs, on peut dire qu'une piscine de 50 mètres fait 20 couloirs de 25 mètres. Donc comment après on peut découper cette piscine pour stimuler la jeunesse, pour faire un sport plus approprié pour leur âge, en fonction de leur âge, et comment on peut faire pour... cette opportunité, comme vous avez dit tout à l'heure, Monsieur Loquil, fait que les jeunes se trouvent dans un bassin et pas... à côté d'un quartier. En train de se radicaliser ou en train de se livrer à des trafics ou de verser dans le trafic de drogue ou autre. Et si je prends l'exemple de ce qui fait la média, par exemple, le bon potentiel de la média, des réseaux sociaux, c'est comment les joueurs, les athlètes de haut niveau, quel rôle ils ont dans le développement des futurs champions. Parce que regardez comment ces champions, ces athlètes sont suivis dans les réseaux sociaux. Et bien sûr, mon fils, il souhaite être un Teddy Riner. Donc, il va le suivre. Imaginez-vous comment ces enfants vont être stimulés dans l'entraînement pour avoir cette opportunité de Jeux méditerranéens à Paris. Donc peut-être on va voir de futurs champions aux Jeux de LA qui vont profiter de toute cette vague des médias et d'infra. On a parlé des questions du sponsoring, des parrainages en bon français. Vous partagez le sentiment de Bassem Loukine qui dit que finalement le football a tendance à tout prendre. Que finalement il n'y a que l'investissement dans le football qui est plus ou moins rentable. Vous partagez ce sentiment, alors qu'en fait finalement peut-être que être parrain d'un sportif individuel, ça peut peut-être être plus rémunérateur. Alors j'ai un bon exemple.
des pays comme les États-Unis, la Chine et le Royaume-Uni, donc les 3 premiers au ranking de classement des Jeux Olympiques, ils ont dit si on fait un investissement pour une équipe de foot, donc l'équipe de foot, il n'y a pas que les 11 athlètes, on a une vingtaine, plus les staffs, ça nous apporte combien de médailles au JO? Une médaille. Un athlète de la gymnastique artistique, combien de médailles un athlète peut apporter? Il y a différentes disciplines. Donc, elle peut apporter natation. Et regardez Michael Phelps, d'accord, il y a Michael Phelps, mais bon, tous les autres peuvent apporter différentes disciplines. Donc, et la réussite, on va voir sur le tableau de classement. Et donc, il faut que les entreprises réfléchissent à où mettre de l'argent pour avoir leur marque représentée. Donc sur le foot, peut-être on va nulle part. Peut-être la réponse est au cyclisme, c'est la natation, c'est le sport individuel. Sauf que les audiences des matchs de football supplantent quand même beaucoup d'autres audiences. C'est peut-être ça un petit peu aussi le nerf de la guerre. Mohamed El Moroue, c'est difficile de trouver des sponsors sortis du football. Oui, en fait, il s'agit d'avoir une identité forte. C'est un peu la problématique de tous les grands événements. Si on arrive à avoir une identité visuelle forte, et si on met le budget qu'il faut pour la communication, pour le marketing, et bien sûr, il y aura un retour sur investissement. Maintenant, si l'événement passe sous silence, il est évident que personne ne s'y intéressera. Pour les Jeux méditerranéens, nous avons par exemple fixé un budget très modeste pour le sponsor à $1 100 000. Et puis nous avons vu tout de suite que le premier qui s'est présenté avec $1 million. Donc du coup, ça nous a donné de l'appétit. Et puis ça, c'est même avant même de lancer la campagne. Donc pour vous dire qu'effectivement, il y a un marché, il y a des opportunités, et puis c'est juste une question de savoir-faire. Voilà. Bassem Loukil, vous êtes en partie d'accord, mais pas totalement. Je suis sponsor du CSS et pas mal d'autres équipes de foot. Il n'y a aucune manière de mesurer la rentabilité du sponsoring du foot. Je défie quiconque qui me donnerait le taux de retour sur investissement du sponsoring du foot. C'est bon pour l'image, mais généralement, vous n'êtes pas en exclusivité, où il y a 3, 4, 5 sponsors. Il n'y a aucun moyen de quantifier le retour sur investissement. 1, 2, l'image est liée à la performance de l'équipe, très souvent. Quand l'équipe gagne, l'équipe remporte des titres, le sponsor est valorisé. Quand l'équipe est au bas du classement ou qu'elle a raté la saison, personne ne fait attention au sponsor. À la limite, ça peut même être interprété comme un mauvais sort ou un mauvais partenariat, et bad luck, à la limite. Donc, le sport individuel, par contre, c'est un retour sur investissement en matière d'image, pas pécunier, immédiat. Même si l'athlète n'arrive pas à accrocher des médailles, etc., mais le fait qu'il a tenté, surtout pour des pays qui ne sont pas réputés pour avoir des médailles d'or comme la Tunisie, dans les Jeux Olympiques, chaque fois qu'on a un champion qui arrive à des niveaux très, très avancés, c'est un grand retour sur investissement moral pour le sponsor et pour le pays. Tout à fait le contraire du foot. Donc c'est vrai qu'on dépense tous du sponsoring sur le foot, mais croyez-moi, il n'y a aucun moyen de valoriser ou de quantifier le retour sur investissement. C'est purement affectif, parce qu'on aime telle équipe, on aime lui donner de l'argent ou de sponsoriser. Mais réellement, si on veut cibler le sport d'une façon générale, c'est le sport individuel. Il nous reste une petite vingtaine de minutes. On va peut-être passer aux questions dans la salle. Il y a peut-être... S'il y en a, ou des contributions, ou des questions. Mourad. Alors attendez, je vais vous donner un petit
mon micro. Ah. Justement, c'est un exercice de sprint. Notre ami de la Tunisie, Mourad. Bon. Bonjour, Mourad Zeghidi, je suis ancien journaliste à Canal+, je suis franco-tunisien. Je m'occupe de médias, de communication en Tunisie après une quinzaine d'années en France. Je crois qu'il y a une alors évidemment, je suis un homme de télé, donc je vais revenir sur ça, parce que quand on parle de sponsoring, de ressources, évidemment, et les gens d'Amaury qui réussissent quand même à travailler en même temps en Arabie Saoudite et au Qatar, c'est un exploit, ça vaut au moins 2 Coupes du Monde, le savent, sans télé, il n'y a pas de ressources, il n'y a pas de sponsors. Et je crois qu'il y a un truc qui est très important et qui est unique même. L'intitulé des rencontres d'ailleurs le dit, le marché du sport dans le monde arabe, c'est le seul marché qui est uni par une communauté linguistique. C'est quelque chose d'unique. On ne peut pas dire dans le monde européen, on ne dirait pas dans le monde russe, dans le monde slave ou dans le monde asiatique. Et c'est une particularité extrêmement importante et qui fédère donc un marché d'à peu près d'un peu plus de 350 millions de personnes autour d'une langue. Alors effectivement, et fort heureusement, le monde arabe a aussi d'autres croisements, le meilleur croisement étant la Méditerranée, puisque à ce moment-là, on parle le même langage sportif, du coup, avec des pays comme la Slovénie, la Grèce ou même l'Albanie, qui va venir à Oran. Mais notamment dans le monde de la télé, aujourd'hui, il y a une problématique qui est fondamentale, c'est que c'est le seul pays aussi où le marché, ce qu'on appelle MENA, Middle East, North Africa, est un marché basé sur un facteur linguistique et qui est dominé aujourd'hui, enfin on va dire depuis quelques années, par un acteur qui du coup conditionne un tout petit peu toute l'articulation du marché, c'est beIN Sport. Alors bon, on ne va pas rentrer dans le détail, je pense que le temps ne le permet pas, mais beIN Sport aujourd'hui s'installe, on a envie de dire, comme unique diffuseur, d'abord broadcaster d'événements sportifs mondiaux sur le monde arabe en langue arabe, ce qui fait qu'il y a une sorte de centralisation des droits. Et autre question, c'est que ce monde arabe essaye, avec une alternance de succès et d'échecs, d'avoir des événements propres à lui. Alors, notamment, depuis 2 saisons, c'est le grand retour de la Ligue des champions arabes, ce qui n'a pas d'équivalent dans le monde, je parle évidemment de football, qui a été créé par un concurrent de beIN Sport, donc par les Émirats, pour faire un contrepoids au rôle central de beIN. C'est une donnée fondamentale. J'espère aussi pour nos amis algériens qu'ils auront, on va dire, la capacité de se mouvoir dans ce marché-là et qu'il y aura aussi des gens qui vont se battre pour avoir l'exclusivité des Jeux méditerranéens. Parce que dans les Jeux méditerranéens, il y a aussi quelques pays arabes, dont un qui essaye aussi d'avoir son rôle dans la bataille pour le soft power. Ce soft power, parce qu'on n'a pas prononcé ce terme qui est le sport, qui est l'Égypte. C'est aussi un nouvel acteur montant. Disons qu'il y a 3 pôles, pour faire court, hein, je ne suis pas intervenant. Il y a 3 pôles aujourd'hui. Il y a le pôle qatari, pôle, bon, petit pays, mais pôle grandissant. Il y a une alliance Arabie Saoudite, Émirats. On le sait, dans le monde du foot, il y a une offre mirobolante venant des Émirats pour créer une Coupe du Monde des clubs à 24 clubs, que même Gianni Infantino a dit on ne peut pas refuser une telle offre. Et il y a un petit montant, petit évidemment par l'histoire, mais petit par, par l'histoire récente, mais grand par l'histoire passée, qui est l'Égypte, à travers On Sport, enfin, le groupe On qui est dirigé par le gouvernement égyptien et qui a envie de s'installer aujourd'hui dans la réalité télévisuelle et médiatique arabe. Pour terminer, le marché du sport fait rentrer, l'enjeu, c'est de faire rentrer des images de sport dans les foyers du monde arabe.
et aussi de faire rentrer des images du monde arabe dans d'autres foyers à travers des compétitions comme le Tour du Qatar ou le Tour de l'Arabie Saoudite. Et j'espère un jour qu'on le fera aussi pour le Maghreb, notamment la Tunisie et l'Algérie, parce qu'on peut le dire sans forfanterie aucune, que les paysages en Tunisie, en Algérie, au Maroc sont quand même bien plus variés, bien plus intéressants qu'au Qatar, en Arabie Saoudite, sauf si on aime les... Je confirme en ce qui concerne la Tunisie. peut-être pas. Oui, non, bien sûr. Non, mais en diversité. Mais c'est pas le terme. Donc l'enjeu médiatique, il est aujourd'hui fondamental, il est central et il va déterminer l'avenir de ce marché, de ce business. Il va aussi créer peut-être ou renforcer ou affaiblir cette identité arabe qui est tellement spécifique. Merci. Yann Lemonnier, vous voulez réagir à cette contribution sur le paysage médiatique et la situation de quasi-monopole de beIN Sport? Oui, tout à fait. C'est une contribution effectivement très intéressante. Je crois qu'il faut se réjouir, là encore une fois, du rôle qu'a pu jouer beIN dans la démocratisation, ou plutôt la distribution de toutes ces images à travers le monde. Et ça a été un élément, j'imagine, déclenchant pour tout un tas de grands événements qui ont pu se passer au Qatar et ailleurs. Après, le next step, il est en train de se jouer maintenant en réalité, et c'est quelle est la capacité des chaînes nationales dans chacun des pays d'être en complément et de venir en complément de beIN ou d'autres chaînes. Et je pense que l'élément clé, il est là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, lorsqu'il y a des grands événements internationaux qui se passent sur le territoire, l'histoire, elle est beaucoup plus large que simplement ce qui va se passer dans le stade. Et je pense que dans un premier temps, ce qui fait toute la puissance de l'événement, c'est la pression news. Regardez le match d'ouverture des femmes en France, de l'équipe de France, qui a fait près de 10 millions de téléspectateurs, 44% de part de marché. J'étais hier avec un des dirigeants de TF1 et sincèrement, il avait parié que ce serait haut. À aucun moment il a imaginé ça. Et pourquoi c'est arrivé? Parce qu'il y a eu une pression news absolument phénoménale. Alors oui, plusieurs médias conjugués. Mais tout à fait, mais tout média, c'est-à-dire que tout média, que ce soit les news, les magazines, les journaux. C'était pas un événement exclusif d'une chaîne. Exactement, exactement. Et je pense que la clé pour le sport, en tout cas pour les grands événements, c'est vraiment ça. C'est pas de se limiter à l'exposition sportive. Nous, on croit à ça depuis très longtemps chez Amaury Sport, et on a toujours cette complémentarité entre les chaînes thématiques sportives. Alors il y a un équivalent d'ailleurs de ces chaînes sur la zone Afrique-Moyen-Orient. Il y a l'équivalent sur l'Amérique latine où il y a aussi cette langue en commun et des chaînes pan-européennes. Mais nous, on a toujours cru à ce complément entre les chaînes thématiques et les chaînes nationales. Et donc ça, je pense que c'est quelque chose de très important, de construire bien au-delà et d'essayer de comprendre ce qu'est l'événement. Après, la particularité aussi des événements ASO et qui est non neutre, c'est que nous, on s'est spécialisé dans tout ce qui est hors stade. Donc nous, on n'a pas de stade. Et le stade, c'est justement le pays et c'est la mise en valeur des territoires. On ira pas très loin, on passera pas très loin du site d'Aloula, qui sera certainement un moyen de se rapprocher encore de l'Institut du monde arabe et de pouvoir lancer ou en tout cas donner un éclairage sur cette exposition qui va avoir lieu. Ça, dans les stades de foot, c'est plus dur. Donc comment on construit une histoire beaucoup plus large autour des stades pour comprendre véritablement les enjeux. Et là, je pense que du coup, ça devient beaucoup plus intéressant, y compris pour les partenaires. Si les partenaires s'arrêtent simplement à mettre des bannières sur les stades, ça ne fonctionne pas. Mais ces partenaires sont de plus en plus exigeants et veulent, à un moment donné, participer et faire partie véritablement de toutes les histoires. Et je suis persuadé que les Jeux méditerranéens, ça sera une très belle histoire et qu'il y a des angles à trouver sur les différents chantiers qui sont propres. Tout l'aspect, bien évidemment, développement durable, inclusion et autres qui peuvent être portés par des partenaires. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui, monsieur. Monsieur, là. Levez-vous, vous allez vous présenter, comme ça on va vous donner un micro. Voilà, c'est formidable. Alors, bonjour tout le monde. Moi, je suis architecte urbaniste. Est-ce que vous pourriez rapprocher le micro de votre bouche? Voilà. Donc, je suis architecte urbaniste dans le groupe ESIS et je travaille dans les JO Paris 2024 avec M. Diogo. Donc, ma question est pour M. Mohamed El Moro. Concernant la professionnalisation des championnats au Maghreb, parce que j'ai fait aussi 6 ans au Maroc, je suis basketteur aussi professionnel. Ça se voit. Donc concernant les retards qu'il y a là-bas et aussi la corruption, quelle est
quelle est votre posture sur ça? Et la deuxième question, c'est concernant le très grand retard concernant les personnes à mobilité réduite, parce qu'on les oublie la plupart du temps. Donc, à quel stade, en fait, en est-on au Maghreb? Parce que, en tant que Sénégalais, nous, notre première destination en tant que sport concernant plus précisément le basket, on pense toujours au Maghreb d'abord, au Maroc, et on voit que les retards, la corruption et tout ça aussi. Très bien, très bien. Merci. Merci de m'avoir réservé la question la plus facile. Alors, monsieur, je vais vous dire une chose en ce qui concerne cette histoire de professionnalisme. Je voudrais vous dire ceci. Le professionnalisme en Algérie n'est pas né d'une relation entre l'offre et la demande, d'abord. Il faut bien le noter. Le professionnalisme en Algérie est né à la faveur d'un texte réglementaire qui lui-même suit une injonction des institutions du football, en l'occurrence la FIFA. Vous savez très bien, vous connaissez la fameuse circulaire 1128 qui a donné une date butoir à l'ensemble, à un certain nombre de pays, dont l'Algérie, et qu'il fallait à tout prix, sous peine de ne plus pouvoir participer aux compétitions continentales et internationales, il fallait se conformer à ce qu'on appelle la licence professionnelle. Cette même licence professionnelle qu'on ne pouvait obtenir qu'en souscrivant à un certain nombre de critères, donc le fameux critère A. Donc ce n'est pas une relation naturelle, ce n'est pas une demande du marché, ce n'est pas une demande des présidents de clubs, ce n'est pas une demande des opérateurs économiques, il s'agit bien là d'une injonction. Et c'est ce professionnalisme d'ailleurs, je le dis avec un peu d'humour, a tiré une balle dans le pied du football en Algérie. Et on le voit très bien depuis l'avènement du professionnalisme, à savoir depuis 2010, on voit très bien les contre-performances se multiplier. Bon, et là, il y a derrière tout ça, il y a d'autres considérations, et ce n'est ni le moment ni l'endroit de les développer. Mais sachez très bien que vous avez parfaitement raison en disant, si c'est ce que vous vouliez dire, que le professionnalisme chez nous ne fonctionne pas. Ce n'est pas une mauvaise chose. La science avance en corrigeant ses erreurs. Il faut juste adapter le discours officiel, le discours politique, à savoir adapter la politique nationale du sport qui, dans ses grands traits, ne parle jamais de levier économique, mais de cohésion nationale, ce qui a toujours été le cas et qui a toujours bien marché au point que le fameux coup de pied de Antar Yahya a dévié le printemps arabe vers une autre destination. Mais ce football cohésion nationale n'existe plus depuis 2010. Et c'est à cause ou grâce à cette circulaire 1128 de la FIFA qui a ses motivations, qui a ses raisons. Maintenant, dans notre pays, il s'agira soit d'adapter le discours politique, à savoir la politique nationale du sport, à la globalisation, ou alors essayer d'adapter la globalisation au discours officiel. Merci. Il y avait une autre question qui vous était adressée, Mohamed El Moro, concernant les personnes à mobilité réduite. Oui, effectivement. Une question facile. Hein. C'est aussi une question facile. Je vous remercie, monsieur. Alors, vous pouvez rentrer dans notre site et voir dans notre plan directeur, justement, que nous attachons beaucoup d'importance en termes d'héritage, en termes de legs, justement, dans les transports. Nous exigeons, justement, à ceux qui sont en charge du transport, justement, d'adapter les moyens de transport aux personnes à mobilité réduite et même ceux qui font les travaux publics, l'urbanisme, l'urbanisation. Vous avez parfaitement raison et c'est pris en charge avec beaucoup de retard, je vous le concède, mais c'est pris en charge quand même. Voilà, encore une question. Je crois qu'à cette table, il y a une question. Voilà, on va vous donner un micro. Vous allez pouvoir vous lever, vous présenter et poser votre question. Oui, bonjour. Ravi de participer à ce petit débat. Donc, petit débat, grand débat par le contenu. Je suis Ftah Ouzani, j'anime, professionnellement, je suis consultant chez Ernst & Young. Associativement, je préside une association franco-algérienne qui s'appelle le REAGE, le réseau des Algériens issus des grandes écoles françaises, et j'anime le club Maghreb dans l'association des anciens élèves de l'ESCP. Voilà, et on s'intéresse effectivement, on est partie prenante d'un certain nombre d'événements. Alors effectivement, pendant que vous parliez, je regardais un peu sur Internet, j'ai découvert, je le connaissais à peu près, mais le PIB mondial en 2018 a été autour de 85 000 milliards de dollars. On a dit tout à l'heure
que la part du sport dans le PIB, la part de l'économie du sport dans le PIB, elle est de 2%. Donc si mes calculs sont bons, ça fait à peu près 1700 milliards. Un autre chiffre très important, la croissance du PIB du sport, elle est 2 fois supérieure à la croissance du PIB mondial. C'est pour vous dire à quel... Et effectivement, ça se décline dans toutes les filières de l'économie du sport, l'industrie, l'événementiel, la santé, etc., etc. Deuxième élément important de ma question, c'est la contribution des sportifs issus effectivement des diasporas ou issus effectivement de l'hémisphère sud d'une manière générale. On le voit dans le foot, dans le rugby, dans l'athlétisme, etc., etc. Ma question, elle est très simple. Qu'est-ce que vous, en tant que professionnel du sport, qu'est-ce que vous attendez des diasporas? Elles ont fait leurs preuves, elles sont là, devant vous. Donc, qu'est-ce que vous attendez des diasporas, justement, pas seulement pour le développement économique des pays donc d'origine, mais aussi pour le développement et la promotion du sport en tant que vecteur de la promotion de toutes les valeurs universelles que vous avez tous évoquées, donc la solidarité, la paix, le développement durable, etc. Merci. J'ai une réponse par rapport à la Tunisie. Notre objectif ultime par rapport au sponsoring ou au soutien de notre diaspora, c'est voir le drapeau de la Tunisie levé haut durant les manifestations internationales. C'est une promotion du tourisme tunisien, c'est une promotion d'investissement et ça fait résonner le nom de la Tunisie dans ces manifestations. On ne demande pas plus, d'autant plus que c'est des modèles à suivre pour la jeunesse qui est en Tunisie, qui aspire à un avenir meilleur. Tout le reste suivra naturellement. Merci, M. Fattah. Encore une question facile. Alors, je reviens sur ce que j'avais dit tout à l'heure. On est tous d'accord pour dire que le sport, c'est le parent pauvre de la recherche. Vous savez, de recherche sérieuse, du moins en ce qui nous concerne en Algérie, il y en a 3. Il y a René Galissot de Paris 8, qui n'est pas d'Oran, qui n'est pas d'Algérie. Il y a Omar Deraz et Boulebière. Il y en a 3, de grandes études sur le sport. Maintenant, je pense que c'est pour ça que je disais tout à l'heure que cette entité académique est interpellée à double titre. Donc, ce n'est pas à moi de répondre à cette question, mais justement, les 3 entités que j'avais citées tout à l'heure devraient s'impliquer. Il y a l'entité académique, cette question lui est justement adressée, aussi bien que l'entité économique et les pouvoirs publics. Donc, mais d'abord et avant tout, je crois qu'il faudrait un peu multiplier et donner de l'importance à la recherche dans le domaine du sport. D'ailleurs, je remarque un grand absent ici, que je ne nommerai pas, un spécialiste du monde du sport. J'aurais cité M. Pascal Boniface. C'est du foot, notamment. Et on n'a pas beaucoup parlé des femmes, enfin un petit peu, mais moi j'aimerais bien donner la parole à Inès Gréby, afin que vous nous racontiez un petit peu quelles sont, en tant que femme, vous, qu'est-ce que vous attendez comme aide? Quels sont les freins aujourd'hui au développement du sport dans le monde féminin? Je ne veux pas vous piéger, mais je suis sûre que vous avez un très bon point de vue. Bon, bonjour à tous. Tout d'abord, Inès Boubakri, je suis médaillée de bronze lors des derniers JO 2016 à Rio. Je suis franco-tunisienne aussi. Pour être honnête, ma position par rapport à la femme arabe et africaine dans le monde du sport, tout d'abord, ça n'a pas été facile parce qu'à chaque fois, on a des préjugés. Et je voulais personnellement prouver la position de la femme arabe dans le monde du sport. C'est qu'on peut réussir malgré les peu de moyens. Donc, il faut juste y croire. Et c'est vrai qu'on n'a pas assez de support, de moyens pour réussir, parce qu'il y a toujours le foot, par exemple en Tunisie, qui prend une grande place dans la société, malheureusement je le dis. Et surtout, tout à l'heure, M. Bassem Loukil, il a insisté sur le fait que le sport individuel, il faut encourager le sport individuel. C'est vrai, à travers mon sport, c'est le message le plus important que j'essaye de transmettre, c'est
essayer de médiatiser plutôt les sports individuels, parce que si on voit les statistiques, il n'y a que le sport individuel. Je parle de la Tunisie, par exemple. On a pas mal de médailles individuelles. Il n'y a que le sport individuel, surtout en escrime. On a pas mal de championnes et pas mal de médailles mondiales. On est les premières femmes arabes à rapporter des médailles mondiales et olympiques. Et surtout, on a joué un rôle en tant qu'ambassadrice. Donc moi, en ce moment, j'ai, on va dire, une grande pression, mais aussi une grande responsabilité de représenter la femme arabe. Et j'en suis fière d'ailleurs, parce que... Et vous la représentez magnifiquement bien. C'est très gentil. Et surtout, par rapport à ma dernière expérience lors des JO, je ne m'attendais pas à ce que ma médaille touche autant de femmes arabes et autant de jeunes filles. Et j'ai reçu énormément de messages de soutien et d'admiration. Et c'est pour ça que je continue d'ailleurs. Et ça m'a beaucoup touchée, parce que énormément de jeunes filles maintenant s'intéressent au sport. Pas pour notamment gagner des médailles olympiques ou mondiales, c'est juste pour pratiquer le sport pour leur corps. Et voilà, donc j'en suis fière, et j'espère qu'on aura assez de soutien, de moyens, et surtout juste y croire à la femme arabe. Voilà. Merci beaucoup, Inès. Merci. Merci beaucoup. Inès nous a promis une médaille d'or à Tokyo 2020. Oui, Tu tiens toujours ta promesse? Oui, je la tiens toujours. Je m'entraîne au quotidien. D'ailleurs, là, il faut que je file. J'ai un entraînement. Et oui, voilà, c'est mon objectif. Je m'entraîne depuis 4 ans. Et d'ailleurs, je remercie Monsieur Bassem Loukil, surtout Citroën, d'être toujours derrière moi, qui me soutiennent au quotidien et qui m'accompagnent jusqu'au Tokyo et pourquoi pas après Tokyo. Une réaction peut-être au sein de la table ronde, peut-être à cette question du sport et des femmes, du sport féminin dans le monde arabe-musulman. On sait qu'il y a des freins aussi qui existent dans plein de sports différents. Oui, alors une réaction, plutôt une contribution de notre expérience en Afrique du Nord et principalement au Maroc. Quand nous sommes allés sur le terrain. Qui a généré beaucoup de champions et beaucoup de championnes, notamment la première médaille d'or olympique avec, si je ne dis pas de bêtises, Nawal El Moutawakil. Lors de nos premières visites au Maroc pour faire découvrir notre technologie française d'entraînement qui intervient en détection, mais aussi dans la performance, on a été étonnés, parce que pas prévenus, mais on a été étonnés de voir que sur le terrain nous attendaient non seulement les équipes nationales masculines, mais aussi les équipes féminines qui ont participé à ces séances de formation. Et on les a même trouvées, je vais vous dire, plus conscientes et même plus attachées à la recherche de marge de progression, en tout cas sur le terrain, au Maroc. Et elles ont participé à la décision aussi avec leurs entraîneurs et entraîneuses à la décision du Maroc de s'équiper de notre technologie. Diogo Tadei. Je pense que la question va toucher aux investisseurs dès qu'ils réalisent le potentiel chez les femmes dans les sports. Ça va commencer à toucher. Et donc bientôt, tous les pays qui ont cette difficulté de développer les sports chez les femmes, ils vont se tourner vers la réalité. Ils vont voir que c'est pas qu'un public, mais c'est aussi, malheureusement, mais heureusement, ça représente beaucoup de potentiels consommateurs. Et donc, ça c'est la réaction naturelle, on dirait. Mais pour arriver au niveau, il faut aussi pratiquer à plein temps quasiment. Et il faut aussi avoir les moyens de financer sa vie au quotidien. Donc c'est un peu un cercle qui peut être parfois vicieux, parfois vertueux. Mohamed El Moro, vous voulez réagir sur cette question du sport des femmes? Oui, voilà un bon exemple devant nous. Il y a un effet d'entraînement très clair. Plus il y a de femmes qui rapportent des médailles, plus il y aura de femmes qui s'impliqueront dans le sport. Et c'est là où sa responsabilité devient encore plus grande. Et on compte sur elle. Voilà, merci. Ce sera le mot de la fin de cette table ronde.